Nous allons écouter maintenant Thomas Bouffet nous présenter ce qu'on peut entendre par la détermination du détenteur, puisque la directive ne parle pas de propriétaire, mais bien de détenteur, et cette notion de personne qui a le contrôle des secrets d'affaires de façon licite. Oui, merci beaucoup Charlotte d'avoir accepté cette présidence. Et de me passer la parole, c'est évidemment un très grand plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, et notamment à l'université, cette université où j'ai passé un certain temps. Je vous souhaite moi aussi remercier notamment Édouard Trépos d'avoir organisé ce colloque et surtout de l'avoir fait à l'université, parce que je suis très attaché à ce que des sujets comme ceux-ci soient traités à la fois par des universitaires, également avec des praticiens et des utilisateurs, mais des universitaires, parce que je trouve que c'est, et vous l'avez déjà constaté en écoutant le professeur Jean-Christophe Gallou, une très grande richesse sur des sujets comme ceux-ci, d'en revenir parfois aux fondamentaux pour mieux comprendre et pour pouvoir mieux mettre en œuvre l'ensemble de ces textes. Alors, je dois aborder la question sujet de la détermination du détenteur légitime. C'est un sujet qui est intéressant en ce sens qu'il suscite beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas toujours beaucoup de réponses, si bien que je vais tenter moi aussi de vous éclairer et de vous guider, mais je pense que c'est un sujet qui peut donner lieu à un certain nombre de débats, et je crois que nous avons un petit peu de temps en début d'après-midi pour des débats, et je serai heureux d'avoir vos avis sur ces sujets. Alors j'aborderai plusieurs points. D'abord la question de la définition de détenteur légitime, également comment déterminer qui est le détenteur légitime, notamment au sein de l'entreprise avec les questions des secrets d'affaires développés par des salariés, mais aussi le concept, l'identification du détenteur dans le cadre d'autres rapports et notamment de collaboration. J'aborderai ensuite d'autres sujets connexes, en particulier la distinction ou en tous les cas des interrogations sur le détenteur légitime et d'autres détenteurs, puisque on l'a déjà dit, le secret d'affaires n'est pas quelque chose qui fait l'objet d'une possession et en tous les cas d'une connaissance qui appartienne à une seule personne, et il est bien évident qu'il peut y avoir plusieurs détenteurs légitimes d'un même secret d'affaires. Et puis éventuellement se poser certaines questions sur des actions qui peuvent être relatives spécifiquement à la détermination du détenteur légitime. Alors, comment est-ce que le détenteur légitime est défini ? C'est un point sur lequel la proposition de loi française est en ligne avec la directive, ce qui est plutôt positif. Ça n'a pas été le cas tout au long du processus législatif, mais en tous les cas, dans la dernière version du texte, le texte français est bien en ligne avec la directive, et le détenteur légitime d'un secret des affaires, celui qui en a le contrôle licite. La directive nous disait « détenteur de secret d'affaires, toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret de façon licite ». Alors, je n'irai pas aussi loin que le professeur Gallou dans l'exégèse des textes, et je ne chercherai pas à remonter au bas latin. J'aimerais bien en avoir la capacité, mais je ne l'ai pas. Il est quand même intéressant de dire un mot du vocabulaire, évidemment, et de bien voir que l'on parle de détenteur et non pas de titulaire, que l'on parle de contrôle, on pourrait parler aussi de maîtrise, et non pas de droit de propriété. Et c'est vrai que dans le langage commun, détenteur, c'est celui qui a un contrôle sur un certain nombre de choses, mais qui n'en est pas nécessairement le propriétaire, et on oppose parfois détenteur à propriétaire. En tous les cas là, on est bien, le vocabulaire utilisé est le bon. Alors, pourquoi chercher à identifier qui est le détenteur ? Ça semble assez évident, et je dirais que lorsque on regarde la directive, on le comprend très bien, puisque la directive nous dit que c'est le détenteur
qui a un certain nombre de prérogatives. La première, c'est de demander l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la directive afin d'empêcher ou d'obtenir réparation pour l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite de secrets. L'article 4.1 de la directive. On trouve également dans la directive des indications très précises selon lesquelles il revient au détenteur de consentir à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret. On retrouve ça aussi dans la loi française. Et la directive nous dit aussi qu'il revient au détenteur d'engager les actions ou de demander, demander des injonctions et également de demander réparation. Je signale cela et je souligne le fait que lorsqu'on lit la proposition de loi française, tout ça n'est pas aussi clair que dans la directive. La loi française, la proposition de loi nous dit très clairement qu'il revient au détenteur de consentir à l'utilisation, à l'obtention, l'utilisation ou à la divulgation. Par contre, lorsque la proposition de loi française évoque les actions, curieusement, on ne fait plus référence au détenteur, mais on parle de partie lésée qui elle-même n'est pas définie. Alors, on comprend, je pense assez simplement que la partie lésée rassemble d'abord le détenteur, évidemment, mais pas uniquement le détenteur, et on peut imaginer que parmi les parties lésées figurent des personnes qui détiennent un certain nombre de droits ou qui simplement économiquement ont des liens avec le détenteur qui sont tels que l'utilisation illicite d'un secret d'affaires leur cause un préjudice et je dirais très fréquemment dans les contentieux qui sont générés en cas de violation des secrets d'affaires figure du côté des demandeurs à la fois celui qui est le détenteur mais également des personnes qui par l'intermédiaire du détenteur, exploitent la technologie et qui, par conséquent, subissent un préjudice. Alors, comment détermine-t-on qui est le détenteur légitime ? On n'a pas, il n'existe pas, ni dans la directive, ni dans la proposition de loi, de règles de détermination du détenteur de secret d'affaires qui soit spécifique et général au secret d'affaires. On procède uniquement par un renvoi à des règles de droit commun en disant que c'est celui qui en a le contrôle de façon licite. Lorsque l'on regarde l'évolution de préparation des textes et notamment de la directive, certains, notamment la CCI, mais d'autres l'avaient fait également, avaient proposé d'introduire, avec la définition de détenteur légitime, des dispositions spécifiques pour les secrets d'affaires qui seraient développés par des salariés de l'entreprise. Et la CCI avait proposé d'ajouter « l'employeur est considéré comme ayant licitement le contrôle des informations confidentielles développées par son salarié lorsque celles-ci ont un lien avec les activités de l'entreprise. » Cette disposition ne figure pas dans le texte de la directive et elle ne figure pas non plus dans la proposition de loi française, de sorte que, en pratique, il existe une incertitude et une certaine complexité à déterminer qui est le détenteur légitime, qui est le détenteur des secrets d'affaires. Et lorsque l'on examine la question, on se rend compte que l'identification du détenteur, la détermination du détenteur, va dépendre d'un certain nombre de choses. D'une part, des circonstances de développement ou d'obtention du secret des affaires, mais également de l'objet du secret d'affaires. Et je vais ici un petit peu rebondir ou faire écho au propos de Jean-Christophe Gallou, qui évoquait tout à l'heure le conflit ou l'articulation entre la notion de secret d'affaires et les droits de propriété intellectuelle. Puisque lorsque on va s'interroger sur la titularité, pas la titularité, mais en tous les cas l'identification du détenteur,
eh bien, il y a un certain nombre de textes que l'on va pouvoir appliquer et que l'on va retrouver dans le Code de la propriété intellectuelle sous différents droits de propriété intellectuelle. Alors, on a évoqué, et c'est ce qui vient en premier à l'esprit, tous les secrets d'affaires de nature technique qui peuvent constituer des inventions brevetables, mais que l'on a choisi de ne pas breveter. L'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle gère la question des inventions de salariés en distinguant, vous le savez, les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission qui ne sont pas attribuables. Ce texte, il évoque le droit au titre de propriété industrielle, mais on sait très bien, et le texte est très clair là-dessus, qu'il s'applique non seulement aux inventions brevetées, mais également plus largement aux inventions brevetables. Et il semble assez évident que lorsque l'on a affaire à un secret d'affaires qui est une invention brevetable, mais non brevetée, eh bien, on doit appliquer ces dispositions pour déterminer qui est le détenteur légitime. Vous savez d'ailleurs que ça peut entraîner, et ça doit entraîner, le paiement de rémunérations supplémentaires aux inventeurs salariés, même lorsqu'il n'y a pas de brevet d'invention qui a été déposé. Et il est bien évidemment impensable que le salarié puisse avoir droit à une rémunération supplémentaire sans que l'employeur soit considéré comme le détenteur légitime du secret d'affaires. Une question que l'on se pose, c'est que se passe-t-il lorsque on évoque toujours ces créations ou ces secrets de nature technique, mais que l'on n'est plus dans le domaine du brevetable? Si l'invention n'est pas brevetable parce qu'on échappe au domaine de la brevetabilité ou parce qu'il y a un défaut d'activité inventive ou autre, est-ce que ces dispositions sont toujours applicables? Alors, bien évidemment, on ne va pas avoir à payer de rémunération supplémentaire, etc., mais qu'en est-il de la détermination du détenteur légitime? Est-ce que ce texte s'applique toujours ou est-ce qu'on sort de ce texte et qu'on retrouve une certaine liberté de réflexion? J'évoque ici, enfin je vous rappelle plutôt que avant l'institution de cet article L611-7, je crois par la loi de 78, il y avait de la jurisprudence qui régissait la propriété des inventions de salariés ou le droit au titre des inventions de salariés, et qu'à l'époque on distinguait, alors le vocabulaire était différent, mais les inventions de mission qui étaient la propriété de l'employeur et des inventions que l'on appelait mixtes, qui, elles, n'étaient pas attribuables, mais qui étaient en copropriété. Donc, est-ce que, lorsque l'on sort du champ des inventions brevetables, on va rester et coller au texte de l'article L611-7 en l'appliquant par analogie à ce qui n'est pas brevetable, ou est-ce qu'on s'autorise à revenir à de la jurisprudence plus ancienne, etc., qui évoque d'autres choses? D'autres textes sont aussi applicables. Jean-Christophe Gallou a dit tout à l'heure que le secret, enfin tout ce qui est logiciel, peut et relève très clairement du domaine des secrets d'affaires. On est là dans quelque chose qui est différent, on est dans le droit d'auteur. Est-ce qu'on va appliquer la logique du droit d'auteur? Alors, tant qu'on est dans le domaine du logiciel ou des bases de données, on a là encore des textes qui vont attribuer les droits à l'employeur. Mais voilà, est-ce qu'on va appliquer ces textes? Très certainement. Dernier domaine qui peut poser un petit peu plus de difficultés, ce concerne tous les secrets d'affaires qui pourraient relever du domaine du droit d'auteur, mais qui ne figurent pas parmi les logiciels, les bases de données, et par conséquent pour lesquels la loi, au contraire, attribue les droits à l'auteur, avec même des interdictions de cession future d'œuvres, etc. Et là, il y a une vraie réflexion à se poser quant à la gestion de cela. Alors, je dois dire qu'en réfléchissant à cette présentation, je cherchais des exemples un peu concrets à vous livrer sur des secrets d'affaires qui pourraient relever du droit d'auteur sans être des logiciels, etc. Alors, j'avais pensé aux parfums, aux recettes de cuisine. On sait qu'il y a beaucoup de secrets d'affaires dans le domaine de la boulangerie, toutes les franchises de Banette, etc.
protège les recettes par les secrets d'affaires qu'il confie à tous les boulangers qui achètent la farine, etc. Alors, la Cour de cassation nous dit que tout ça n'est pas protégeable par le droit d'auteur, que les recettes ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Donc finalement, ça me coupe un petit peu l'herbe sous le pied de cet exemple, mais dans d'autres pays européens, des recettes de cuisine peuvent être protégées par le droit d'auteur et on n'est pas à l'abri d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation qui viendrait nous dire finalement que les recettes de cuisine peuvent être protégeables par le droit d'auteur. Qu'adviendrait-il si on était dans cette situation? Mais je pensais aussi, par exemple, à des cahiers de tendance que les maisons de couture réalisent chaque année pour essayer de définir la direction des collections. On est dans quelque chose qui pourrait relever du droit d'auteur et qui, à mon sens, pourrait aussi constituer un secret d'affaires si une maison de couture devait dérober le cahier de tendance de son concurrent pour essayer d'en tirer un avantage quelconque. Donc, pour cela, effectivement, se pose cette question de l'identification du détenteur. Je me suis demandé s'il était véritablement pertinent de s'interroger et de chercher à identifier le détenteur légitime d'un secret d'affaires en recherchant finalement qui serait le détenteur des droits de propriété industrielle si l'on venait à invoquer un droit de propriété industrielle. Mais je crois qu'on n'échappe malgré tout pas à cette règle et on est obligé d'examiner ces textes et notamment si on se retrouve dans un domaine proche du droit d'auteur où on peut avoir un petit peu plus de difficultés. Hormis ces cas, eh bien, je pense qu'on en est dans la liberté contractuelle et en tous les cas, il est important, et c'est les propos que je viens de tenir, ne sont là essentiellement pour souligner l'importance d'introduire au sein des entreprises des dispositions propres à l'attribution à l'employeur des secrets, des droits sur les secrets d'affaires qui sont développés par les salariés au sein de l'entreprise. Alors j'ai essayé de rédiger une clause un petit peu telle que je la voyais, en disant l'employeur sera le seul détenteur des secrets d'affaires répondant aux conditions de l'article L151 du Code de commerce qui auront été développés par le salarié dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques et des moyens spécifiques à l'entreprise ou des données procurées par elle. Je me suis très largement inspiré, vous le voyez bien, des dispositions sur les inventions hors mission attribuables, mais c'est un petit peu comme ça que la CCI l'avait vu également dans le texte qui était proposé, enfin qu'il souhaitait voir introduire dans la directive. Quoi qu'il en soit, cette clause, elle est probablement valable dans un certain nombre de domaines, mais je le redis, quand on a affaire à des secrets d'affaires dont la nature est peut-être plus proche de droit d'auteur, peut-être que cette clause n'est pas totalement valable et qu'il peut être nécessaire d'avoir à régulariser des cessions d'œuvres, enfin pas d'œuvres, mais d'informations qui auraient été développées par des salariés et dont on pourrait dire qu'elles relèvent plus du droit d'auteur pour essayer d'éviter tout litige dans ce domaine. Sinon, bien évidemment, en l'absence de disposition, eh bien, on doit regarder interpréter le contrat et évidemment rechercher, enfin on sait le Code civil, il nous dit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité, l'usage ou la loi. Et là encore, il y a, même si la jurisprudence n'est pas nécessairement très fournie sur la détermination du détenteur d'un secret d'affaires, il y a quand même un certain nombre de décisions qui ont reconnu ou qui ont trouvé dans les obligations de loyauté et de confidentialité auxquelles les salariés sont tenus vis-à-vis de l'employeur une base suffisante pour dire que cela implique que l'employeur soit le seul détenteur des créations de salariés. En tout état de cause, donc, même si l'on a ces clauses et des clauses dans le contrat de travail, il faut malgré tout garder en tête des dispositions de la directive qui nous disent très clairement que le droit de la protection des secrets d'affaires ne doit pas empêcher les salariés d'utiliser les informations qui ne sont pas des secrets d'affaires
ni l'expérience et les compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions. On voit bien là la différence entre les secrets d'affaires qui seraient détenus par l'employeur et un certain nombre d'autres connaissances qui, elles, seraient non seulement connues du salarié, mais que celui-ci pourrait emporter avec lui, évidemment, dans mobilité, déplacement, etc. J'attire quand même l'attention sur, je pense, une difficulté qui interviendra et enfin bon, à laquelle pu et d'autres être confrontés dans le cadre de procès en violation de secret d'affaires, tout simplement parce que il est souvent très difficile d'identifier quel est le secret d'affaires. Et on n'est pas là comme en matière de brevet où on a une définition qui résulte du texte des revendications. Et bien souvent, le secret d'affaires, le véritable secret, il découle aussi beaucoup de connaissances générales, et notamment dans beaucoup de domaines, de ce que l'on appelle les essais et les erreurs, les trial and errors. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et parfois, le savoir que telle technologie, telle voie de technologie ne fonctionne pas, c'est un véritable secret. Donc le secret ne porte souvent pas uniquement sur la recette, la formule du produit tel qu'il est exploité par le détenteur, mais beaucoup sur le chemin par lequel et les connaissances qui ont été nécessaires pour réaliser ce produit. Et je pense que là, on a souvent un certain nombre de difficultés à faire cette distinction et qu'il peut par conséquent être utile parfois, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, de lui rappeler que le secret d'affaires ne porte pas nécessairement sur les produits tels qu'ils sont actuellement utilisés par l'entreprise ou les procédés qui sont utilisés, mais également un certain nombre de choses qui pourraient malgré tout relever finalement des informations que le salarié a rassemblées. Et je pense que là, dans beaucoup d'affaires, on voit cette difficulté et ce malentendu qui n'en est pas nécessairement un, mais en tous les cas, cette difficulté à dire très clairement ce qui est le secret et ce que le salarié doit par conséquent ne pas communiquer à des tiers. Alors, qu'en est-il du secret dans le cadre de collaboration? J'irai un petit peu plus vite sur ce point. D'abord, très souvent dans le cadre de collaboration, la question de la titularité des développements est abordée. C'est le propre d'un contrat de recherche que de dire les résultats vont appartenir à telle ou telle personne, bien souvent au donneur d'ordre. Néanmoins, et là encore, c'est le même point, parfois les secrets ne correspondent pas uniquement au produit qui a pu être développé, mais également à tous les essais qui ont été nécessaires pour parvenir à développer le produit. Enfin, si on veut être un petit peu plus, si je cherche à être un petit peu plus précis, si une entreprise confie le développement d'un produit ou d'un procédé de fabrication à un sous-traitant de recherche, évidemment, ce laboratoire de recherche va livrer un procédé de fabrication du produit, et il est bien évident que les droits sur ce procédé de fabrication, en tous les cas, c'est ce qu'on attend du contrat, seront... le contrat stipulera que tous les droits de propriété industrielle sur ce qui aura été livré reviendra au donneur d'ordre. Pour autant, il faut peut-être parfois être un petit peu plus précis dans le contrat et dire que également certains développements et les résultats des trial and errors font également partie des informations
qui doivent rester et pour lesquels les droits reviennent aux donneurs d'ordre et par conséquent qui ne pourront pas nécessairement être réutilisés par ce même laboratoire pour des concurrents parce que il pourrait finalement être assez facile de dire, ayant développé un produit dans ce domaine, j'ai acquis un certain nombre de connaissances et pour autant je peux livrer un produit certes un petit peu différent, mais malgré tout avec des connaissances qui auraient été acquises. Donc, bon, uniquement, je pense qu'il n'y a évidemment aucune règle dans le domaine, mais c'est peut-être un point à avoir en tête. Également, enfin bon, un point assez précis, mais toujours bien avoir en tête que les secrets d'affaires se cachent parfois là où on ne les attend pas, et que lorsque l'on confie la fabrication d'un produit à un sous-traitant, ce sous-traitant développe parfois des technologies, des tours de main pour fabriquer le produit, tours de main qui lui appartiennent. Et bien, enfin, il arrive parfois que l'industriel veuille changer de fournisseur, et à ce moment-là, eh bien, évidemment, ces tours de main sont la propriété du précédent fournisseur et ne sont pas livrés. Donc il peut être aussi utile de prévoir certaines dispositions dans les contrats pour aborder cette question. Détenteurs légitimes et autres détenteurs, je souhaite uniquement rappeler que donc, est le détenteur légitime du secret des affaires, celui qui en a le contrôle de façon licite, et donc c'est l'article L152A de la proposition de loi, et l'article L151.2 nous dit constitue des modes d'obtention licite d'un secret d'affaires, une découverte, une création indépendante, l'observation, l'étude, etc. Donc le reverse engineering. Alors je rappelle uniquement en passant qu'on a quand même échappé au pire, puisque dans les propositions de loi, initialement, il était dit que est le détenteur légitime celui qui l'a obtenu par l'un des moyens suivants, et venait notamment, en tous les cas c'était surtout le dernier alinéa qui était vraiment critique, celui qui a obtenu le secret dans l'un des cas qui figurent dans les exemptions, c'est-à-dire par exemple l'exercice de fonctions syndicales ou dans le cadre de la presse, etc. Donc on imaginait bien un journaliste qui avait accès à certaines informations et qui d'un seul coup devenait le détenteur légitime de ces informations. Donc on a évidemment échappé à cela. Néanmoins, il faut le rappeler, en tous les cas il me semble important de le rappeler, qu'en matière de secret d'affaires, il peut y avoir plusieurs détenteurs d'un même secret d'affaires, tout simplement parce qu'il peut y avoir eu plusieurs développements indépendants, et chaque personne qui a réalisé de manière indépendante le développement est détenteur légitime du secret d'affaires. Se pose malgré tout la question de celui qui a reçu licitement la communication du secret. Il est d'une certaine manière détenteur du secret, il en est le détenteur licite. Le plus souvent, le contrat de communication de savoir-faire restreint les droits qu'il détient, de sorte qu'il n'en a pas forcément un contrôle complet. Par contre, se pose la question du détenteur, enfin des droits ou de la position de détenteur légitime de celui qui a fait du reverse engineering. Et tel que les textes apparaissent, et ce n'est pas nécessairement choquant, celui qui réalise de la décompilation d'informations et qui fait du reverse engineering devient détenteur du secret d'affaires qu'il a finalement réussi à découvrir. Alors, ça nécessite évidemment que les conditions d'existence d'un secret d'affaires soient toujours présentes, et notamment que l'information ne soit pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'information. Mais on peut tout à fait imaginer un reverse engineering qui soit techniquement très compliqué, que certaines personnes arrivent à casser un code et à arriver à avoir accès à un secret d'affaires. Eh bien, cette personne qui réussit ce tour de force se retrouvera évidemment détenteur de ce secret, aux côtés de celui qui finalement l'aura développé initialement. Voilà, j'en terminerai uniquement pour ces propos en évoquant plus une question qui est
l'éventuelle utilité d'actions en détermination de détenteurs légitimes. En matière d'invention, on a des actions en revendication de propriété lorsque le brevet a été déposé par quelqu'un qui n'en est pas le titulaire légitime. On peut imaginer en matière de secret d'affaires que l'on puisse avoir intérêt lorsqu'il y a une recherche qui a été réalisée de manière conjointe, avec par conséquent plusieurs personnes qui détiennent l'information, mais qui peuvent être en désaccord sur la question de savoir, détermination des droits des uns et des autres, que l'on veuille faire déclarer ou reconnaître que les droits appartiennent ou reviennent à une personne plutôt qu'à une autre, avant même qu'intervienne une divulgation illicite. Et voilà, mais je m'interrogeais sur la recevabilité d'une telle action qui est purement déclaratoire et qui, par conséquent, n'est pas forcément recevable en droit français. Voilà, bon, j'aborde la question de la prescription qui, elle, est un petit peu plus simple, puisque je pense qu'on relèverait de la prescription de droit commun de 5 ans et à la fois de droit commun et de la prescription que l'on retrouve dans la proposition de loi. La question est plus de savoir si ce type d'action est recevable en l'état. Voilà les différents points que je voulais évoquer avec vous. Vous voyez, j'ai beaucoup de questions, pas forcément de réponses à tout. Merci. Merci beaucoup Thomas pour ces explications très claires et qui justement nous permettent de nous poser encore d'autres questions.